Très cher développeur de .NET, je te souhaite la bienvenue dans cette vidéo où est-ce qu'on va faire ensemble une petite vidéo de veille. Ce ne sera pas forcément une vidéo qui est très technique, mais je veux te présenter dans cette vidéo une nouveauté introduite en Preview 4 de .NET 9. .NET 9 pour moi c'est grosso modo la mise à jour transitoire où est-ce qu'on va avoir beaucoup de mises à jour et de contenus qui vont être plus en termes de correction et de qualité et de performance que de vraies innovations. Mais néanmoins, ce petit point montre bien qu'on est dans une ère de changement de paradigme. Là où avant on était 100% cloud, 100% web, on rebascule sur des éléments qui sont un petit peu plus bureau, un petit peu plus liés à un PC. Bref, tu vas le voir dans cette vidéo. Je pense que ce tout premier élément montre qu'on est bien sur la voie d'un changement. Avant toute chose, si tu aimes ce que je fais et que tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à lâcher ton pouce vers le haut sous la vidéo. Tu peux également t'abonner à ma chaîne avec ou sans les notifications. Tu peux également devenir membre premium de la chaîne pour accéder à des vidéos privées. Et si tu veux plus de contenu autour des techno.net, tu peux te rendre sur ma plateforme htstanding.com où tu trouveras tout mon catalogue en VOD et l'accès aux vidéos privées t'est offerte avec n'importe quel achat sur la plateforme. J'en profite pour te rappeler qu'il reste en ce moment 10 jours pour pouvoir participer automatiquement à un tirage au sort qui te permet de remporter mes 5 livres publiés aux éditions ENI pour n'importe quel achat sur la plateforme HTSlearning. Et d'avance, je te remercie de ton soutien. Je vais te montrer dans cette vidéo quelque chose que j'ai pas fait depuis très longtemps. On va créer un projet et ce projet va être un projet WPF. Oui, tu m'as bien entendu, WPF. Je suis donc ici avec VS, la toute dernière preview, et également la toute dernière preview publique de .NET 9, la preview 4, et on va donc créer une application WPF parce que je veux te montrer quelque chose de très intéressant. Donc bien s'assurer d'être en .NET 9. On est d'accord que WPF comme WinForms ont été ajoutés en .NET Core, donc la version moderne de .NET, à partir de .NET Core 3.1. C'était un grand pas en avant parce qu'avant WPF et les applications Windows c'était .NET Framework seulement et .NET Core 2 était une très très bonne version et la 3 l'a encore amélioré en rajoutant le support WPF en .NET Core, même s'il faut effectivement le runtime Windows pour pouvoir faire fonctionner les applications sous Windows. Donc on bénéficie de toute la sphère de nouveautés et d'innovation, sauf que vu que c'est .NET Core, c'est devenu open source. Et on a regardé plusieurs fois, enfin moi en tout cas à titre personnel, j'ai surveillé au fur et à mesure des versions, le repo officiel de WPF. Et ce que j'ai remarqué, c'est que ça ne bougeait pas du tout. Alors ça ne bougeait pas, mais je pense que tu es au courant, à moins d'avoir vécu dans une grotte, que durant les 2 dernières années, on a vécu un chamboulement dans l'industrie. Tu le vois ici en haut de mon Visual Studio, et je pense que tu es forcément au courant, l'IA s'est invitée dans la partie. Alors l'IA, je ne vais pas faire une vidéo sur l'IA parce qu'il y a plein de choses à dire et je pense qu'on a du bon et du mauvais au niveau de l'IA et pas mal de conneries qui sont racontées également. Mais ce qui est certain, c'est que la façon dont l'IA est en train de rentrer dans la sphère de l'informatique, sans vouloir en faire un énorme pataquès autour de ça, fait que ça va forcément changer les usages. Et en fait, il y a quelque chose d'assez flagrant, c'est que l'IA consomme pas mal de ressources et pose également des problèmes de confidentialité de la donnée. Parce que tu prends ChatGPT aujourd'hui, il y a des personnes qui ne se rendent pas compte que les données qu'on envoie à ChatGPT font partie de son process d'apprentissage et sont donc en quelque sorte publiques. Parce qu'il va se servir de ça, il va se servir de ta conversation pour apprendre par rapport à ces données et donc au final ces données vont être d'une façon ou d'une autre ingérées dans son système d'apprentissage et tu perdras la main sur l'unicité de cette donnée là si c'était quelque chose qui était précieux pour toi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des équivalents entreprises ou des trucs sur les clouds type Azure qui proposent de l'IA où est-ce qu'en fait on a une garantie de confidentialité de la donnée pour éviter qu'on ait des fuites. Et en fait, il y a quelque chose qu'il faut se rendre compte également, c'est que au-delà de l'aspect confidentialité, ça demande énormément de puissance de calcul d'arriver à avoir un système d'IA qui te permet à partir d'éléments en langage naturel de retranscrire des éléments techniques. Et en fait, quand tu travailles avec une base de données de plusieurs téraoctets, voire même des pétaoctets, je pense, pour ChatGPT, de traitement et de choses comme ça demande une puissance de calcul pharaonique. Et tout le monde n'a pas, chez lui, en tout cas moi je ne l'ai pas, hein, j'en connais qui l'ont par contre, des serveurs avec des racks et plein de CPU et plein de disques durs. Au final, on a des machines qui sont de taille raisonnable. On est passé de ces grosses machines dans les années 60 à du PC aujourd'hui, et on ne va pas revenir à des grosses machines pour l'IA. Et donc, au final, on voit ce changement, ce shift dans l'industrie qui fait que l'IA prend une place prépondérante, et on voit aussi un shift matériel. Par exemple, si on prend les derniers CPU Intel, on peut voir que on a maintenant des cœurs neuronales, c'est pareil chez Apple d'ailleurs, qui permettent de mieux traiter les requêtes et les demandes qui sont liées à l'IA.
Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va embarquer l'IA dans notre PC. Alors par exemple, on va pouvoir citer le fameux Windows Recall ou Replay, qui est qui est même très dérangeant sur le fonctionnement. En gros, il va prendre une capture d'écran de notre écran toutes les 5 secondes pour qu'on puisse lui poser une question sur ce qu'on a fait dans la journée et qu'il est capable de nous restituer ce qu'on a fait. C'est un peu pour moi une grosse intrusion dans la vie privée et typiquement je ne pense pas utiliser cette fonctionnalité. Par contre, clairement, Microsoft le dit, mais ce que ça veut dire aussi, ça veut dire que on aura d'une certaine façon assez de puissance de calcul localement pour pouvoir avoir cette expérience améliorée. Et donc, ça fait quand même une grosse parenthèse sur l'IA, ce que je veux te dire par là, c'est que là où il y a quelques années on disait mobile first et web first, aujourd'hui on en revient, non pas parce que ce n'est plus bon, mais parce qu'on peut câbler des expériences utilisateurs avec l'IA de façon locale, de façon bien plus performante sans avoir besoin d'avoir des grosses machines de guerre. Parce que si on prend un logiciel SaaS et qu'on va y coller de l'IA, on peut le faire dans une certaine mesure. Par exemple avec ML.NET on va pouvoir y coller certains éléments, mais si on veut vraiment aller assez loin, pousser le curseur assez loin, on va devoir avoir des grosses machines de calcul. Et ça peut nécessiter du temps de traitement, ça va coûter cher de mettre ça sur Azure et tout ça. Ça peut aussi ne pas être totalement performant et encore une fois se pose le problème de la confidentialité de la donnée. Et c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, on commence à voir petit à petit, tout doucement, un retour un peu plus en force des applications de bureau pour avoir des expériences riches locales qu'on avait déjà avant, mais enrichies par de l'IA. Donc, ici, dans cette vidéo, paradoxalement, même si j'ai fait une grosse parenthèse sur l'IA, je ne vais pas te parler d'IA. En fait, pour moi, c'était juste l'introduction qui te permettait de te dire que pourquoi est-ce que ce que je vais te montrer dans cette vidéo sur WPF est, à mon avis, aujourd'hui en train de se produire, tout simplement parce que cette techno va regagner de la popularité du fait qu'on va mettre en local de l'IA. Prenons WPF. On va faire glisser des éléments, une checkbox, une combo box. Alors, je le fais en drag and drop avec la boîte à outils, ce qui me fait du code XAML totalement dégueulasse, on est tout à fait d'accord. Le but, ce n'est pas de t'apprendre à faire une application WPF, c'est juste de voir quelque chose d'assez sympa. Donc une textbox et un button. Alors déjà, tu peux le voir ici dans le render qu'on a là. Le style, c'est du style Windows 7, Windows Vista, qui est repris ici. Si je lance mon application, sans trop de surprise, là j'ai la preview XAML, donc tu te doutes bien que je vais avoir quelque chose qui ressemble à ça. J'ai une checkbox, une drop-down, un button et une textbox au style Windows Vista. Et il faut dire, faut l'avouer, ce style a fait son temps, ça marche bien, on est d'accord. Le render, de toute façon, WPF se base sur DirectX, donc peu importe le style, ça marchera bien, mais c'est pas moderne. Enfin, je veux dire, ça accuse son âge. Je veux dire, 7 et Vista, ils ont quand même un certain âge derrière. Eh bien, en .NET 9 Preview 4, ils ont introduit le Fluent Design, donc le style de Windows 11, en WPF avec le support du Dark Mode et du Light Mode. Donc ça veut tout simplement dire qu'ils veulent rendre l'expérience utilisateur beaucoup plus moderne pour ces applications WPF en un minimum d'effort. Comment on fait? C'est vraiment enfantin. On va dans le app.xaml et dans les ressources qui sont ici, on va simplement ajouter le code XAML lié au thème WPF, mais pour Windows 11, le Fluent UI en fait. Le code, c'est le suivant, je ne l'invente pas, ça vient directement de la release note de WPF en .NET 9 Preview 4, tu as le lien en bas si ça t'intéresse d'aller le voir, parce que je pense qu'ils ont fait également une application de démonstration. Donc au final, on ne fait qu'ajouter un resource dictionary qui est directement dans le framework, Presentation Framework.fluent. Pas de package, pas de truc communautaire comme on avait Maps avec Metro ou un autre Fluent UI, c'est dans le framework. Je sauvegarde, je retourne dans Visual Studio, déjà là tu peux voir dans la preview, ça a changé, hein. C'est déjà différent. Et en fait, ce qui est, en un minimum d'effort, je me retrouve avec un style Windows 11. Vous voyez, c'est quand même bien plus sympa. J'ai du Fluent UI sans rien faire, à part une ligne de code. Donc bien sûr, tous ceux qui utilisent des compos personnalisés, ils n'auront pas que cette ligne-là à faire, ils auront des adaptations à faire. Et c'est vraiment directement pris en compte. Je n'ai pas besoin de me prendre la tête. Alors moi ici j'ai une application parce que là je suis en thème clair. Donc ici j'ai directement une application en thème clair. Basculons MonOS en thème sombre. Donc ici color mode dark, ça va tout changer en thème sombre. Alors pour ceux qui se posent la question, c'est simplement parce que je suis en l'occurrence sur une machine de démonstration, une VM sur laquelle j'installe les previews. Donc c'est pour ça que je suis en thème clair parce que je n'ai pas fait de personnalisation dans cet OS. Relançons l'application. Wow! On est en thème sombre, sans rien faire.
Pas besoin de créer de style, pas besoin de s'amuser à avoir des packages communautaires. J'ai tout ici naturellement en thème sombre. Là, mon application ne fait rien. Mais ce que je voulais surtout mettre en lumière, et c'est pour moi intéressant parce que ça rejoint ce que je t'ai dit pendant toute cette vidéo, c'est que on voit que WPF est en développement actif. Là où avant, quand on regardait le GitHub, on n'avait que du WinForms, on a maintenant aussi WPF. Une expérience utilisateur moderne, sans vraiment beaucoup d'efforts, juste rajouter un resource dictionary qui contient le lien vers le XAML fourni dans le framework, et hop, on a le style Fluent UI Windows 11 en WPF, je le rappelle. Ce qui veut dire que WPF, là, forcément, on va être en .NET 9, donc ça va forcément limiter l'OS, mais poussons le curseur de la logique, WPF n'est pas lié forcément à Windows 11, ça va être lié à la version de .NET sur laquelle on va pouvoir tourner. Donc il faudra que le .NET Runtime fonctionne, mais grosso modo, ça veut dire aussi que normalement, si je ne me trompe pas par rapport au cycle de vie, on pourra avoir une application WPF avec Fluent UI qui tourne sous Windows 10, qui lui n'a pas ce Fluent UI à la Windows 11. Donc pour moi, on est clairement en train de shifter un peu de paradigme, on est en train de changer. Je voulais juste en profiter pour te montrer ça dans le cadre de ta veille, si tu fais de la veille par le biais de ma chaîne, que maintenant effectivement on peut avoir un Fluent UI dans WPF, que ça montre aussi que WPF est en cours de développement, et que ça montre que si Microsoft a un intérêt à relancer la machine, les développements sur WPF, et aussi sur WinForms, mais ça je le garde pour une autre vidéo, parce que pour l'instant j'ai pas encore tous les éléments pour pouvoir te faire la démonstration, eh bien ça veut tout simplement dire une chose, ça veut dire qu'il y a de la demande derrière, et cette demande, comme je te l'ai dit en introduction, pour moi vient de l'IA. Quoi qu'il en soit, si tu fais du WPF ou que tu veux l'apprendre, je pense que c'est peut-être le bon moment de t'y mettre parce qu'on commence à avoir des trucs sympas et on voit que le framework reprend vie, donc c'est plutôt cool. Moi perso, je suis un aficionados de WPF, j'aime beaucoup de cette techno, donc si jamais demain je dois faire une application de bureau et repartir sur WPF, ce sera avec grand plaisir, surtout que maintenant que l'expérience va être modernisée, plus le support par .NET Core, enfin .NET Core c'est un abus de langage, plutôt par .NET 9 en l'occurrence, je trouve ça plutôt cool. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Si jamais tu as un avis contraire à moi, que tu penses que tout simplement c'est parce que il fallait qu'il le fasse, ou que au contraire c'est bien parce que ça reprend du terrain et que tu as pu éventuellement le constater de ton côté. Quoi qu'il en soit, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à soutenir mon travail si tu aimes ce que je fais avec ton pouce vers le haut plus ton abonnement si tu le souhaites. Je te rappelle que tu as tout mon contenu sur la plateforme HTS Learning. Et d'ici là, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo autour des technos.net.